Alors bonjour à tous, aujourd'hui c'est samedi, il fait beau, il y a du soleil. Je suis à la maison, je bosse pas. J'étais pas censé faire une vidéo mais je suis obligé de le faire. Parce qu'il y a tellement de quiproquos et de polémiques. Dès qu'on fait une vidéo, elle est sujette à interprétations qui sont souvent erronées. Mais bon, je peux comprendre, on est dans une situation sensible, une situation de crise où tout le monde a peur et chacun cherche à se protéger, à se défendre. Alors, on va revenir sur cette histoire du BCG, de Jean-Paul Mira, du professeur Camille Lotte. Parce que j'ai dit des choses qui ont été mal interprétées. Voilà. Alors, en ce qui concerne cette interview-là, les propos de Jean-Paul Mira, ils ne sont même pas à débattre. Ce sont des propos qui sont racistes. Ce sont des propos qu'il faut dénoncer, qu'on a dénoncés. Et c'est des choses à ne jamais accepter. C'est pas tolérable du tout. Donc pour ça, il n'y a même pas de débat, il n'y a pas de discussion. Il y a certaines personnes qui ont dit que j'ai soutenu les propos de Jean-Paul Mira. C'est faux, c'est pas vrai. Je n'ai jamais soutenu ces propos-là. Ma vidéo, elle est encore en ligne, vous pouvez la regarder. J'ai dit que ce n'était pas normal de tenir des propos comme ça. On ne vaccine pas une population parce qu'elle est pauvre. On ne vaccine pas une population parce qu'elle n'a pas de masque, parce qu'elle n'a pas les moyens de se traiter. Ça ne se fait pas. Voilà. Donc là, j'ai été clair dessus. Mais par contre, en ce qui concerne le BCG, parce que c'est de ça qu'il s'agit, le BCG. Alors, j'ai bien dit dans ma vidéo que le BCG, c'est le bacille de Calmette et Guérin. C'est un vaccin qu'on connaît, qu'on a tous. Le vaccin de la tuberculose, voilà. J'ai montré ma cicatrice, je la remonte encore aujourd'hui. Et on continue de vacciner nos enfants avec ce vaccin-là. Ça se fait aussi en Afrique, ça se fait un peu partout. Les pays qui l'ont arrêté, ce sont des pays où il n'y a pratiquement plus de tuberculose. Et les pays ou les zones où il n'y a pas de tuberculose, les gens ont arrêté de faire ce vaccin-là. Pour la simple et bonne raison qu'ils ont réussi à faire disparaître la tuberculose. Puisque la tuberculose se transmet par un porteur qui est contaminé. C'est quelqu'un qui est contaminé qui va tousser, qui va vous transmettre le bacille de Koch, le bacille de la tuberculose. Donc dans les endroits où il n'y en a plus, ils ne font plus de vaccins. Sinon, les endroits où il y en a, ils le font. Et à cause du VIH, la tuberculose est revenue. Donc les pays où il y a une endémie à VIH, on continue à faire ce vaccin-là. Alors, comment on en est arrivé à pouvoir proposer ce vaccin? Les chercheurs se sont rendus compte que les enfants font la maladie, mais ils font peu de signes. Ils ne font pas des signes graves. Quoique, il y a certains enfants qui font des signes graves. On a eu des adolescents même qui sont décédés. Mais de façon générale, les signes chez l'enfant sont bénins. Donc, ils se sont dit, si chez l'enfant, ces signes-là sont bénins, c'est-à-dire que ces signes-là ne sont pas graves, c'est dû peut-être à la jeunesse du système immunitaire de l'enfant. J'ai expliqué ça dans une de mes vidéos, comment l'enfant réagit face aux anticorps, puisque son corps est en griffe vierge. Donc systématiquement, dès qu'un parasite ou une bactérie ou un virus rentre dans son corps, l'enfant automatiquement fabrique des anticorps, ce qui n'est pas le cas chez nous les adultes, puisque nous on a une mémoire immunitaire. Quand un virus ou une bactérie rentre, l'organisme réactive sa mémoire immunitaire et puis il envoie les anticorps qu'il avait déjà fabriqués lorsque l'infection était arrivée. Donc on s'est dit, peut-être que c'est cette immunité-là des enfants qui font qu'ils font des formes simples de la maladie. Ou alors, c'est peut-être le BCG qu'ils ont puisqu'on le fait aux enfants. Et on sait aussi que le BCG a une durée de vie de 20 ans, entre 15 et 20 ans dans l'organisme. Donc ceci pourrait expliquer le fait que les enfants soient immunisés entre griffes, ne fassent pas des signes graves de la maladie. Deuxièmement, ils se sont dit que le bacille de Koch, donc la tuberculose, est un topisme respiratoire. Donc il attaque les voies respiratoires. Donc, puisque le vaccin agit au niveau des poumons pour protéger les poumons des enfants, est-ce que ce vaccin-là ne pourrait pas aussi protéger le poumon des adultes? Donc c'est comme ça qu'ils sont partis en arriver à faire des essais pour le BCG sur des adultes. Alors, le professeur Camille Lotte, si vous regardez l'interview elle est longue. Ils ont coupé une petite partie où celui, Jean-Paul Mira, qui dit je vais faire de la provocation et puis après il dit toutes ces insanités-là. Et puis le professeur donne la réponse. Mais si vous regardez l'interview dès le début, vous verrez qu'il dit au départ qu'on va faire ces essais cliniques-là de vaccination sur les personnes qui sont exposées. Qui sont les personnes qui sont exposées à la maladie le plus? C'est le corps médical. Et il le dit clairement dans la vidéo. Il dit au personnel soignant de l'hôpital. Moi, avant-hier, j'ai une de mes amies qui m'a écrit à 4 h du matin. Je n'ai pas vu, je dormais. Le lendemain matin, je l'appelle. C'est une de mes amies qui est médecin généraliste à Paris.
Je l'appelle, elle est toute en larmes. Elle n'arrive pas à respirer, tous. Elle a été contaminée. Elle a été contaminée. Il y a 2 semaines, les signes se sont manifestés il y a 3 jours. Sa chef de service est contaminée. Il y a 3 infirmières dans le service qui sont contaminées. Donc nous, le personnel soignant, ben, on est exposé à la maladie. Chaque jour, on va à l'hôpital, on ne sait pas est-ce qu'on va prendre le virus là-bas ou pas en revenant. On a les barrières, on essaye de se protéger, mais on ne sait jamais. Voilà. Donc le personnel soignant, c'est un personnel qui est exposé. Donc les études doivent être faites chez le personnel soignant. Il a dit clairement. Et ces études-là, mais elles n'ont pas débuté en Afrique. Ces études-là ont débuté aux Pays-Bas où il y a 1000 personnes qui font l'étude, en Australie où il y a 4000 personnes. Il a parlé aussi de l'Allemagne où ça doit être fait, et de la France et de l'Espagne qui sont en collaboration pour mener cette étude-là. Donc ces études-là ont commencé à être faites en Europe, en Australie, et c'est peut-être après qu'elles seront faites en Afrique. Donc elles ne vont pas commencer en Afrique. Moi je suis d'accord avec vous qu'il ne faudrait pas qu'on fasse des essais en Afrique et puis on ne les fasse pas en Europe. Pourquoi est-ce qu'on va tester un nouveau médicament, un nouveau vaccin en Afrique et on ne va pas le tester en Europe? Non, ce n'est pas possible alors que le foyer de la maladie est ici. Donc tous les essais cliniques, ils seront faits en Europe et éventuellement, ils peuvent être faits en Afrique. Voilà. Et il faut lever l'amalgame aussi sur un autre truc qui s'appelle AfroCov. Alors AfroCov est différent du projet de recherche sur le BCG. C'est très différent. Voilà. AfroCov, c'est un projet qui a été subventionné par l'AFD. Donc l'AFD, c'est l'Agence française de développement. Et c'est à hauteur de 1,5 million. Alors, il est long ce projet-là. Je vais vous le mettre dans le texte. J'ai essayé de résumer les grandes lignes. Alors, il a 4 objectifs. Donc, le premier objectif, c'est former, équiper, renforcer les capacités sanitaires des laboratoires hospitaliers. Vous pouvez le lire après, c'est encore plus long. Alors, mais il faut qu'on renforce les capacités sanitaires de nos hôpitaux. Vous ne trouvez pas que c'est normal? On a des problèmes de réactifs pour dépister les gens. Mais il faut des réactifs. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, je ne sais pas, il y a 240 cas ou 250 cas. Mais vous imaginez qu'il y a plus de cas. Les cas qu'il y a, ce sont les cas qu'on a dépistés. Est-ce qu'il n'y a pas certains d'entre vous qui appellent pour savoir s'ils ont la maladie, pour qu'on les dépiste? Et puis, on ne le fait pas parce qu'il n'y a pas assez de réactifs. Déjà, même en France, ici, il n'y a pas assez de réactifs. Donc, il faut renforcer la capacité des laboratoires. Ça, c'est tout à fait normal. Après, il parle de former et renforcer les capacités de l'INSP, donc l'Institut national de la santé publique, en matière d'alerte précoce et de circuit d'information. Mais ça aussi, c'est normal. Moi, j'ai des amis en Côte d'Ivoire qui se plaignaient qu'ils ont été malades. Bon, ils n'ont pas tous les signes. Il y a des gens qui les appellent, mais on les appelle une fois aujourd'hui. Demain, on ne les appelle pas. Après, on les appelle pas. Mais tout ça, il faut former des gens. Il faut payer des gens. Il faut mettre des moyens à leur disposition. Donc, tout ça, là, c'est normal dans le suivi d'une pandémie, puisque c'est quelque chose qui est grave. Alors, ils disent encore, troisième point, former, équiper, renforcer la capacité des services des maladies infectieuses, des CHU, dans la prise en charge des cas suspects et de l'hygiène hospitalière, prise en charge psychologique, etc. Mais ça là aussi, c'est tout à fait normal. Moi, je suis médecin, je suis radiologue. Quand le Covid a commencé, mais on a eu des formations de réanimation parce qu'on nous a dit, ben c'est vrai, toi tu es radiologue, tu ne fais pas de la réanimation, mais si on est débordé, tu peux être amené à ventiler un patient. Et on a fait des formations pour ça. L'hygiène hospitalière, moi je suis radiologue, moi je ne vais pas au bloc tous les jours. Donc m'habiller comme un chirurgien, me protéger, tout ça, c'est pas dans mes habitudes. Je vais au bloc une fois en passant comme ça. Mais il faut former les gens, il faut former les généralistes, il faut former tout le monde. Et pour former les gens, on a besoin du matériel et les formations. Généralement, vous connaissez les formations au pays. C'est payant, le formateur, là, il faut le payer. Donc est-ce que ça, c'est pas normal? Après, il y a un soutien psychologique. Heureusement, on n'a pas encore le nombre de morts pléthoriques qu'on a en France ici. Mais quand vous voyez des gens mourir en cascade, même pour le personnel hospitalier, c'est difficile. Nous aussi, nous sommes des êtres humains. C'est jamais intéressant d'aller annoncer à quelqu'un que son parent est décédé. Et si tu dois annoncer dans la journée à 10 personnes que leurs parents sont décédés, mais est-ce que vous voyez ce que ça fait aux gens? En France, on a dépassé la balle des 3000 morts. Je ne sais pas, on est à 3000 combien de... Je n'ai pas vu. Je regarde même plus ça, même parce que chaque jour, ça grimpe. Mais c'est difficile de le faire. Alors après, ils disent accompagner les mesures de réponse pour la formation en sciences sociales, pour mieux maîtriser la communication, et accompagner les décideurs, etc. Mais vous-même, regardez tous les fake news qu'il y a à propos de cette histoire. Toutes les fake news, tout ce qui entraîne la hantise. Mais donc, il faut une communication maîtrisée. Il faut qu'on forme des gens pour communiquer, il faut qu'on forme des gens pour donner les bonnes informations aux gens.
Donc, dans les 4 objectifs de projet AfroCov là, à aucun moment il y a vaccination à l'intérieur. À aucun moment. Donc, vous pouvez regarder, ça s'appelle AfroCov. Donc, vous tapez sur Internet AfroCov et vous verrez. Ce n'est pas un projet de vaccination. Après, moi, je suis d'accord avec vous. Il y a un professeur au Congo qui a dit qu'il y a des essais qui devaient être faits au Congo et tout. Mais ces essais-là, ils sont déjà faits en Europe. Mais si jamais ce n'est pas fait en Europe, où il y a la maladie, ou aux États-Unis, mais je suis d'accord avec vous, on ne peut pas accepter que pendant qu'il y a des foyers aux États-Unis, en France, un peu partout en Europe, on ne fasse pas des essais cliniques ici et puis on les fasse en Afrique. Qui va accepter ça? Moi-même, je ne vais jamais accepter ça. Voilà, donc je n'ai jamais dit que j'étais d'accord pour ça. Voilà, donc il faut nuancer les propos. Je suis ouvert au débat et puis à la discussion scientifique. Après, pour mes amis, ceux qui envoient mes vidéos dans des pages et puis les gens m'insultent et tout, ne les écoutez pas. Voilà, moi, les injures, ça me glisse sur la peau. Voilà, il y a des gens, quand ils ne peuvent pas mener de débat, ils insultent seulement. Donc, laissez-les insulter. Et en cette période difficile-là, je vous conseille de rester chez vous. J'ai appris qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui se rencontrent tous les soirs pour boire un verre avant de rentrer. C'est dangereux, les gars. C'est ce qu'on a fait en France ici. Et puis aujourd'hui, il y a plein de gens contaminés. J'ai appris qu'il y a des gens qui font des after work ou qui font des soirées zouglou en privé. C'est très dangereux, des soirées de 50 personnes en privé. C'est très dangereux, les gars. Vous vous exposez. Il suffit qu'une seule personne soit malade et qu'elle n'a pas encore les signes, elle va contaminer tout le monde. Il faut arrêter. Aussi, je souhaite mes condoléances à tous ceux qui sont en deuil actuellement, à mon petit frère chancelier et à mon président Franck Bamba. C'est très difficile cette période de deuil où on ne peut pas organiser les obsèques et rendre hommage normalement à ces défunts. Que le Seigneur soit avec vous, qui vous fortifie. Passez un bon samedi. À bientôt.